tous, bienvenue sur le compte Instagram de Libération. Aujourd'hui, pendant une demi-heure, on va parler de foot. On va parler évidemment du France-Maroc. Et pour ça, on a de la chance, on va parler de journalistes qui se trouvent actuellement à Doha. Il s'agit de Julien Lecaux et de Grégory Schneider, donc ils sont envoyés spéciaux sur place depuis le début du mondial. Donc bonjour à vous, ça va? Vous m'entendez? Salut, ça va très très bien. Salut, super. Donc vous imaginez bien qu'on va à peu près causer que de France-Maroc aujourd'hui. C'est un peu le gros sujet. C'était la une du journal du matin. J'essaye de la prendre sans tout faire tomber. Merci. Voilà, donc là c'était la une de Libé. On a fait 6 pages sur le sujet avec plein de reportages un peu partout. Voilà, à Rabat, à Doha avec Julien, etc. Grégory nous a fait un beau portrait des Bleus. Donc, je vous encourage à le lire. Il est en kiosque aujourd'hui et on raconte aussi à quel point ce match est un match un peu particulier, puisqu'évidemment, il concerne un pays où il y a beaucoup de Français d'origine marocaine en France et beaucoup de Marocains de France qui attendent ça aussi avec impatience. Et nous aussi. Donc voilà. Je vais peut-être prendre une question de lecteur d'ores et déjà. Il y a Seb qui nous demandait tout simplement à vous deux, qu'est-ce que vous ressentez à l'orée de cette demi-finale un peu spéciale? Est-ce que vous pouvez nous dire un peu comment vous la voyez? Déjà, premièrement, une demi-finale de Coupe du Monde, c'est toujours particulier, encore plus quand il y a la France. Moi, j'ai jamais vécu de demi-finale de Coupe du Monde dans un stade avant hier, parce que hier j'étais au match de l'Argentine. Donc il y a forcément pas mal d'excitation. C'est des matchs qui peuvent être des fois très fermés, très tendus, mais avec une pression assez énorme. J'ai surtout hâte d'être à ce soir et de pouvoir voir tout ça et puis pouvoir le raconter après. Alors, je peux ajouter par rapport à ce qu'a dit mon camarade, on a l'impression, sans exagérer, de vivre l'histoire. C'est-à-dire des choses qu'on racontera dans 10, 15, 20 ans. Donc le moindre détail, si vous voulez, la moindre parole qui va partir en zone mixte, la moindre petite chose qu'on arrivera à voir sur le match qui sort du cadre de la télé, à ce stade, tout est important parce que vous écrivez l'histoire du foot français ou du moins ce que vous en percevez. Donc il y a presque un côté, je dirais, solennel dans l'approche ou dans ce qu'on ressent. Et cette solennité, vous la retrouvez aussi chez les joueurs qui sont les premiers conscients de ce qu'ils sont en train de faire et surtout de ce qu'on en fera. C'est-à-dire qu'on va consigner ça quand même dans le grand livre du foot français. En gros, c'est pas sans mépris aucun, c'est pas un Reims-Lyon à la 17e journée de championnat du mois de novembre. C'est quelque chose qui va servir peut-être même de référent culturel donc il faut vraiment faire très très attention, ne rien en perdre. Ouais, vous êtes en plein dans le grand moment, le match pour l'histoire, comme on avait titré C'est ça. une tribune. Et Julien, toi qui as écrit notamment dans le journal de ce matin sur l'ambiance à Doha, est-ce que tu peux nous raconter un peu comment c'est avec les drapeaux marocains un peu partout? Et puis tu nous racontais dans ton papier qu'il y avait beaucoup de vols qui avaient été affrétés par Royal Air Maroc. Est-ce que les gens sont arrivés? Comment ça se passe sur place? Ouais. Déjà, on a Doha a un petit peu changé par rapport à il y a 2 semaines où il y avait des supporters de tous les pays qui étaient présents. Il y avait notamment énormément de Mexicains, beaucoup de Tunisiens, de Saoudiens, toutes ces nations qui se sont faites éliminer. Et aujourd'hui, dans Doha, on croise surtout des Argentins et des Marocains. Les Marocains, on les voit de plus en plus. Ils étaient déjà nombreux sur les matchs de poule, mais là, on sent qu'il y en a de plus en plus, peut-être parce qu'ils sont moins noyés dans la masse aussi, mais donc on les voit de plus en plus. Et puis on voit qu'ils sont supportés par le Qatar. Dans la rue, pas loin de chez nous. Je pense pas pouvoir le voir d'ici, mais il y a un panneau lumineux avec marqué. Ça change à chaque fois que le Maroc passe un tour. D'abord, c'était bravo pour la qualification en huitième, puis pour les quarts, puis maintenant pour les demi-finales. Sur certains immeubles, il y a plein d'immeubles dans Doha où il y a des écrans géants sur l'immeuble, comme si chaque vitre était un écran et ils font des choses interactives et il y a des grands drapeaux du Maroc dessus. Donc on sent qu'il y a une ferveur pour le Maroc qui représente les pays arabes de manière générale. Il y a aussi l'émir qui s'est affiché plusieurs fois en tribune avec le maillot du Maroc, donc on sent qu'ils sont soutenus ici. Et ensuite, pour les supporters marocains, il y a une trentaine de vols qui ont été affrétés, c'était hier et aujourd'hui, pour que un maximum de Marocains qui ne sont pas encore à Doha puissent venir pour voir le match. Le problème, c'est que beaucoup, si ce n'est la majorité, n'avaient pas de place. Il y avait des distributions de places qui devaient avoir lieu aujourd'hui où certains parlaient de places qui devaient être distribuées à l'aéroport, d'autres à l'abord d'un stade. C'était un petit peu flou. Et il se trouve qu'a priori, il y a eu des couacs. Il y a beaucoup de supporters qui sont arrivés ce matin sans billets et qui n'ont pas pu en trouver. Et qui sont un petit peu démunis sur place, qui ont parfois payé très cher pour faire l'aller-retour sans être sûr de pouvoir rentrer dans le stade.
à tel point que le Qatar a priori demandé à la compagnie marocaine, la Royal Airlines, de supprimer certains vols qui étaient prévus dans la journée, parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait plein de Marocains qui allaient arriver au Qatar sans billets et que ça pouvait poser des problèmes. Il y a un de mes confrères de SoFoot qui était à l'aéroport ce matin et il y avait des centaines de Marocains qui étaient complètement démunis, qui essayaient de trouver un moyen d'avoir des places. Et donc ça a un petit peu le bazar. Parce S'il n'y qu'ils a plus de sont billets du tout, en fait, du coup, il y a plus. S'ils arrivent sur place sans billets, ils sont pas du tout, c'est pas du tout garanti qu'ils en trouvent. Non, il y a une plateforme de mise en vente de la FIFA, de supporters qui avaient pu acheter des places avant, je sais pas, un supporter portugais qui avait pu acheter ses places pour la demi-finale et comme ils se sont fait éliminer, qui peut les revendre. Mais les places, il y en a pas tant que ça. Il y a beaucoup plus d'acheteurs que de places disponibles. Et a priori, c'est un petit peu compliqué. Ce qui est sûr, c'est qu'il y aura énormément de Marocains dans le stade, que le stade sera quasi 100% marocain ce soir. Mais a priori, il y aura aussi beaucoup de monde sans billets. Et je sais pas si c'est le Qatar, le Maroc, un peu les deux, mais ça a été assez mal géré visiblement. Et justement, quand tu dis qu'il y aura beaucoup de supporters marocains ce soir au stade, je voulais te demander, Greg, est-ce que tu peux nous dire un peu comment tu vois un peu l'équipe de France dans ce contexte-là? Parce que du coup, il y a cette ferveur marocaine qui a vraiment gagné, puis spécialement ici au Qatar. Comment tu peux envisager le jeu des Bleus dans ce contexte-là, un peu, comme tu disais dans ton papier du jour, un peu seul, quoi? Alors, il faut bien comprendre que les joueurs français sont des hyper professionnels en fait. Ce sont des mecs qui, dès 11 ans, sont dans des centres de préformation, qui montent en graines, qui sont annoncés fort très jeunes. Il y a quelques exceptions, mais pas tant que ça. Ce que je veux dire, c'est que c'est des types qui sont éprouvés et construits pour jouer dans n'importe quel environnement, et pour être imperméables à tout ça. Et c'est même, on peut même aller un poil plus loin, c'est même l'éthos de cette équipe, qui est quand même réussi à performer alors que la fédération est dans des histoires pas possibles, avec des histoires de harcèlement sexuel qui pèsent quand même sur le président, avec une pression qui est mise par Zinedine Zidane sur Didier Deschamps pour qu'il parte phénoménal depuis des mois. Et ce que je veux dire, c'est qu'ils ont un véritable savoir-faire dans la manière de s'isoler et de faire en sorte que le foot n'est que le foot. Ils savent faire ça et ils savent se comporter comme ça. Ils sont en fait totalement étanches. Maintenant, y compris psychologiquement, collectivement, c'est vraiment quelque chose qu'ils savent faire. Après, il y a quand même quelque chose d'inquiétant par rapport à cette question. Et là, là, pour moi, c'est une petite interrogation, c'est l'arbitrage. C'est-à-dire Oui. que si le contexte, d'une manière ou d'une autre, en fait, on a construit un contexte qui est effectivement très favorable au Maroc. Et on sait d'expérience que les arbitres ne sont pas toujours tout à fait étrangers à ce contexte. Et donc, le seul petit point, moi, qui me tarabuste par rapport à ça, le seul petit doute que j'ai, c'est le comportement de l'arbitre. C'est-à-dire, est-ce qu'il va être effectivement totalement étanche? Est-ce qu'il va être aussi professionnel que les joueurs français le seront? Est-ce qu'il sera aussi détaché? Ou est-ce qu'à un moment donné, parce qu'un match de foot, c'est 3-4 coups de sifflet, hein. C'est-à-dire qu'il y a 120 coups de sifflet en tout et ça va jouer sur 3 ou 4 qui peuvent être d'un côté ou de l'autre. Si c'est tendu, on va être à ça près. Ça risque d'être tendu. On est en demi-finale de Coupe du Monde. On n'est pas au premier tour. Donc là, j'ai une petite, je dois dire que j'ai une petite interrogation là-dessus quand même, pour être franc. Je comprends. Et toi, Julien, tu vois ça comment? Bah, c'est sûr que les Français vont être dans un contexte très hostile. J'ai vu plusieurs matchs du Maroc au Qatar. Euh, Déjà, le stade est toujours quasiment 100% rouge. Les supporters marocains sifflent en permanence dès que l'équipe adverse a la balle. Ils applaudissent, font énormément de bruit quand le Maroc a la moindre occasion, la moindre contre-attaque. Et donc la France va clairement jouer à l'extérieur ce soir. Après, comme l'a dit Greg, c'est des mecs qui sont quand même habitués à ce genre de situation, qui jouent dans des stades immenses tous les week-ends sur des matchs parfois très tendus. Pour moi, ça va vraiment dépendre de la capacité de l'équipe de France à marquer vite ou non. On a vu que l'Espagne, la Croatie, la Belgique et le Portugal n'ont pas réussi à marquer contre le Maroc. Ce qui fait que plus le match avançait, plus je pense la confiance des Marocains grandissait, plus le pays qui était favori commençait un peu à bégayer son football. Le Maroc n'a pas été mené une seule fois pendant toute la compétition, ce qui est assez impressionnant. Et je pense que si la France arrive à marquer assez vite, bah, les Marocains vont être obligés de se projeter un petit peu plus, de laisser un peu plus d'espace. Et là, ça va être intéressant et peut-être plus favorable pour l'équipe de France. En revanche, si on part sur un match à rallonge où les Bleus n'arrivent pas à trouver la faille, bah, ça peut être de plus en plus compliqué, ça peut commencer à les travailler. Et c'est peut-être là que ça va devenir plus complexe pour les Bleus.
Et alors, on parle beaucoup, puis t'en parlais, toi, Julien, dans le journal du jour, de la défense marocaine, mais en quelques mots, comment tu expliques leur super statistiques de ces derniers matchs? Mais c'est assez fou parce que sur le papier, ils sont pas, sans leur faire offense, ils ont clairement pas la meilleure équipe. Il y a quelques joueurs qui jouent dans des assez grands clubs, mais la majorité joue quand même plutôt dans des clubs de seconde zone. Il y en a qui jouent à Angers, qui sont derniers de Ligue 1. Il y en a, ils ont des défenseurs qui jouent au Maroc, des défenseurs qui jouent au Qatar. Donc c'est loin d'une défense avec des joueurs du Real, de Manchester, du PSG, etc. Mais ils ont un bloc qui est très très solide. Tous leurs joueurs participent à la défense. Les attaquants sont les premiers à essayer de couper les lignes de passe adverses, à mettre la pression sur les milieux ou défenseurs adverses. Et puis ils jouent sur un bloc qui est très serré, qui fait peu d'erreurs. Et donc ils sont un petit peu difficiles à bouger. Ils acceptent de pas avoir la balle. Je crois que sur l'ensemble du tournoi, ils doivent avoir en moyenne 35% de possession. Et ça les dérange pas plus que ça, parce ils ont confiance en leur défense. Et puis surtout, ils sont emmenés par un coach qui est franco-marocain, Walid Regragui, qui a réussi à leur faire croire qu'ils pouvaient le faire. Et on sent que cette équipe, finalement, elle est assez confiante, surtout vu les résultats qu'ils ont eu jusqu'à présent. Et il arrive à les faire se dépasser. Et peu importe qui est sur le terrain, parce que notamment leur défense a dû beaucoup changer à cause de petites blessures, de pépins physiques. Et ben ils arrivent toujours à maintenir le même bloc uni, à encaisser très peu d'occasions, très peu de frappes cadrées. Et donc ouais, c'est une équipe qui est sérieuse, qui joue bien ensemble, qui joue vraiment en équipe, à défaut d'avoir de gros talents individuels, même s'il y a forcément des mecs qui savent jouer au football sur le terrain, mais c'est pas les meilleurs du monde. Et pourtant, ça marche super bien. Alors, Grégory, entre nous, on parlait tout à l'heure de ce sentiment de devoir choisir son camp pour un pays ou pour un autre. Dans notre dossier du jour, on raconte comment il y a beaucoup de gens en France, des Français d'origine marocaine notamment, qui sont un peu partagés, qui sont à la fois pour le Maroc pour des tas de raisons, mais qui sont quand même un petit peu tiraillés. Est-ce que on peut parler de ça, de la question de l'appartenance, pour qui on est, et tu vois ce que tu me disais là-dessus? Ouais, vu du foot, enfin un peu du monde du foot, ça paraît quand même un peu particulier et des fois un peu spécieux parce que le foot est en fait, c'est un fait culturel et je vois pas pourquoi on choisirait son équipe en fonction de son ascendance ou il y a beaucoup d'autres choses qui rentrent en compte. Il peut y avoir la sensibilité, il peut avoir la notion de nationalité choisie. Vous savez que les joueurs ont souvent la possibilité de choisir leur nationalité. Il suffit qu'ils aient l'un des quatre grands-parents qui soit d'une nationalité pour pouvoir l'embrasser. Les supporters, eux, si vous vous mettez devant la télé, vous ressentez ce que vous ressentez. Ce que je veux dire, c'est que ça paraît un peu parti. Le foot est un fait culturel. Et c'est-à-dire que si vous choisissez telle ou telle équipe, vous vous orientez culturellement différemment. Vous savez, ça vient pas comme ça. Une équipe, elle a des joueurs qui émergent dans un certain contexte. Elle a un certain style. Elle a un coach qui dégage certaines choses. Il y a aussi une manière de communiquer qui est différente selon des équipes. Et ça peut vous toucher indépendamment du fait que vous soyez d'origine française, marocaine, roumaine ou autre. Et cette histoire de devoir, en fait, d'appartenance en disant oui, je suis ceci, je suis cela, je suis de tel pays. J'ai entendu Éric Zemmour en parler. Ça semble d'ici profondément choquant. C'est comme si on obligeait un Français à écouter que du Charles Trenet, alors qu'il a peut-être envie d'écouter des ragas indiens ou de la country. Ça le regarde. On est dans ce monde-là, on est dans un monde ouvert. Et tu peux faire ce choix-là. C'est pas la guerre quand même. Enfin, t'es pas enrôlé sous un drapeau. T'es pas. Et moi, je vous dis ça pour connaître quand même la manière dont réfléchissent les joueurs. Ils sont pas du tout dans ces histoires, ou très très peu dans ces histoires de patriotisme ou de. C'est beaucoup plus intime. Parfois, c'est effectivement un sentiment d'appartenance parce que ton père était ceci. Parfois, c'est l'envie de vivre une aventure. Je me souviens qu'on avait interviewé un Comorien l'hiver dernier qui expliquait ça. Alors, il avait vécu des matchs en Libye en guerre, il a vécu des expériences extraordinaires alors qu'il était né dans le 19e arrondissement de Paris. Seulement, il avait un grand-père. C'est-à-dire que le foot ouvre ça et le foot ouvre ces possibilités-là. Et on a vraiment l'impression quand les gens disent oui, il faut être selon ton pays ou d'une crispation, mais complètement délirante, vue même par la manière dont les acteurs eux-mêmes, c'est-à-dire les joueurs, le vivent. Donc ça fait vraiment, c'est vraiment très curieux vu d'ici. Oui, je veux bien le croire. Et alors, une dernière question, est-ce que vous pouvez nous donner ou est-ce que vous risqueriez à donner des pronostics pour ce soir? Vas-y. Je commence? Ouais. C'est toujours difficile. Il y a Quentin Descamps qui avait évoqué ça dans un article sur Libé. On a une ligue de pronostics à Libé et je crois que je suis l'avant-dernier actuellement. Donc je vais pas non plus me
faire comme si j'étais un expert des pronostics. Après, moi, je vois bien la France, j'espère du moins voir la France marquer rapidement, comme je l'ai dit un peu avant. Et je pense que dans ce scénario-là, ça changerait beaucoup de choses à ce qu'on a vu du Maroc jusqu'à présent. Donc, je vois bien la France marquer dans les 30 premières minutes. Et le bloc marocain qui est obligé un peu de se désunir, d'être plus poussé vers l'avant, et la France qui aggrave la marque derrière. Donc je dirais 3-1 pour la France. Et on pourra ressortir cette séquence dans 24 heures pour voir on si va c'est totalement faux. Et toi, Bon, Greg? je vois les Français immensément galérer, parce que si l'Espagne, le Portugal, la Belgique et la Croatie ont galéré, on va galérer. Je les vois peut-être en prolongation, parce qu'arrive un moment, il va quand même peut-être manquer un ou deux trucs aux Marocains, mais je dirais 2-0 pour les Bleus en prolongation, pas avant. Bon, bah, très bien, c'est noté. Ben, merci à vous deux. Merci Bonne beaucoup, journée, Joanna. bon courage, et puis on vous lira ce soir. Merci. Merci Super. Bon courage. beaucoup. Au revoir. Au Merci. revoir. Salut.